Je me souviens quand j'étais petite, les vieux ou les profs, parfois c'est les mêmes, ils nous ont toujours raconté que pendant la Seconde Guerre mondiale, les méchants, c'était les nazis. Ce que je veux dire par là, c'est que les méchants de l'histoire, par-delà les Allemands ou même les nazis, c'était surtout les SS. Il y a une hiérarchie dans le mal. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie, oui. Et en ce qui concerne la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, la plupart du temps, ils ont combattu de manière honorable. En suivant les codes de la guerre, c'est ça ? Exactement, comme de bons soldats qui jouent bien dans les règles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mythe de la Wehrmacht aux mains propres. Et c'est tout le sujet de notre vidéo. Vous allez voir que la version de l'histoire que vous pensez connaître est peut-être moins vraie que ce que vous imaginez. Et pour tirer ça au clair aujourd'hui, j'ai fait appel à Benjamin de la chaîne Guerre et Littérature parce que ça va parler de guerre et réécriture de l'histoire. Comme c'est pas une mission facile, il vaut mieux sortir couvert. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Franz Halder, ça vous parle? Il y a de très fortes chances que non, car ce n'est pas une star du premier plan du casting du Troisième Reich. Pourtant, il fait partie de ceux qui ont mis sur papier ce fameux mythe de la Wehrmacht aux mains propres. Parce que oui, il s'agit bien d'un mythe. Franz Halder, c'est un général allemand, chef d'état-major adjoint de la Heer. Et s'il y a une chose à savoir sur lui, c'est qu'il n'aime pas trop Hitler. En 1938, Halder fait déjà partie de l'équipe du complot Oster. Alors que la crise des Sudètes menace d'embraser l'Europe, un groupe d'officiers allemands prépare en secret un coup d'État. Mené par Hans Oster, chef adjoint de l'Abwehr, le service de renseignement militaire, la conspiration prévoit l'arrestation et même l'élimination d'Adolf Hitler si l'Allemagne attaque la Tchécoslovaquie. Leur objectif est d'empêcher une guerre jugée suicidaire, et aussi de restaurer l'Empire allemand en remettant à la tête de l'État le Kaiser Guillaume II. Spoiler alerte, ça ne va pas se faire. Mais ça, vous en doutiez déjà. La même année ont lieu les accords de Munich, qui cèdent la région à l'Allemagne et mettent donc fin au complot d'Halder et ses copains. Ils sont devenus quoi d'ailleurs les comploteurs après ça? Beaucoup d'entre eux rejoindront la résistance allemande, anti-nazie bien sûr, et certains participeront à la célèbre opération Valkyrie, la tentative d'assassinat d'Hitler le 20 juillet 1944. Et justement en 1944, après l'échec de Valkyrie, Halder aura quelques petits problèmes. Bien qu'il ne soit pas impliqué, il est arrêté par la Gestapo, et après plusieurs passages dans divers camps, dont Ravensbrück et Dachau, il est renvoyé de l'armée. Mais je pense qu'on a été un peu vite sur Franz Halder. Même si ce qui nous intéresse se passe après-guerre, faut détailler un petit peu le CV du mec. Il participe à la planification de l'invasion de la Pologne. Il était aussi de la partie pour les plans de l'invasion de la France. Et il sera également mis sur le dossier pour l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, et ça s'est moins bien passé que ses deux précédentes missions. Tout ça pour dire que le Generaloberst Franz Halder, même s'il était plutôt hostile à Hitler, il a quand même bien fait son travail dans la Deutsches Heer, l'armée de terre du Troisième Reich. À la fin de la guerre, il se rend aux Américains. Et c'est là que commence réellement l'histoire du mythe de la Wehrmacht aux mains propres. Franz, ainsi que d'autres anciens officiers allemands, travaillent maintenant pour l'Historical Division de l'US Army. Et ils sont mis sur un projet qui consiste à écrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer que de confier un taf d'historien à un militaire directement impliqué dans les faits qu'il est censé retranscrire? Vous connaissez l'expression « l'histoire est écrite par les vainqueurs ». Et bien là, c'est presque l'inverse. L'histoire est écrite par les vaincus, vu que Halder, il n'est pas vraiment du camp des vainqueurs. Et ça mérite une explication. Bon, déjà, première chose, quand on est les États-Unis, on ne s'amuse pas à redorer l'image de l'armée défaite de l'ennemi d'hier juste pour le fun. Il y a forcément un intérêt politique dans tout ça. Le vent de la guerre froide commence à souffler entre les blocs Est et Ouest, et pour faire face à la menace soviétique, les Américains pensent qu'il est nécessaire de reconstituer une armée en Allemagne de l'Ouest. Sauf que, pour créer ce qu'on va bientôt appeler la Bundeswehr, on a bien besoin des anciens de la Wehrmacht. Bah oui, c'est difficile, voire impossible à la fin des années 40 de trouver des militaires expérimentés en Allemagne qui n'auraient pas été impliqués dans l'épopée funeste du Troisième Reich. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que la cote de popularité de l'ex-armée allemande n'atteint pas des sommets auprès de l'opinion publique, toutes nations confondues. Une solution doit donc être trouvée pour présenter l'ancienne armée du Reich sous son meilleur jour. C'est dans ce contexte particulier que sera rédigé le mémorandum d'Imrod. En 1950, le chancelier Konrad Adenauer invite des anciens de la Wehrmacht à une réunion secrète dans une abbaye. L'abbaye d'Imrod, pour ceux qui suivent. Le sujet de la réunion, le réarmement de l'Allemagne dans le contexte de la guerre froide. Un document d'une 40aine de pages est produit à l'issue de ces discussions et doit servir à la fois de feuille de route et de base de négociation avec les alliés occidentaux. Parce que oui, on veut bien reprendre du service pour vous protéger des soviétiques,
mais ça se négocie. Les participants estiment alors qu'aucune armée allemande ne pourra être recréée sans une réhabilitation préalable de la Wehrmacht. Le texte formule donc plusieurs exigences majeures qui peuvent sembler assez culottées. La libération des soldats allemands condamnés pour crimes de guerre. La fin de ce qu'il qualifie de diffamation du soldat allemand, y compris ceux de la Waffen-SS. Et la mise en place de mesures destinées à transformer l'opinion publique, en Allemagne comme à l'étranger, au sujet de l'armée allemande. Aussi gros que ça puisse paraître, c'est passé sans aucun problème auprès des Alliés. Même Eisenhower finira par dire qu'il faut faire la différence entre l'armée allemande et la bande à Hitler, alors qu'il n'avait pas toujours été aussi mesuré dans ses propos sur ses ennemis d'hier. Vous commencez à comprendre d'où vient l'idée de la Wehrmacht, c'est les gentils, et les SS, c'est les méchants. Le but, c'est de mettre les atrocités commises sur le dos d'un petit groupe de personnes, histoire de laver l'honneur et les mains des autres, même si on est d'accord, personne dans le tas n'a vraiment les mains propres. Justement, Alphonsine, du côté des Alliés, il devient quoi Franz Halder à la division historique de l'armée US? Il travaille d'arrache-pied à la réhabilitation de la Wehrmacht. Recueillant plus de 700 témoignages d'officiers allemands, il en résultera plus de 2500 documents historiques, mémoires, comptes rendus et tout ça. Mais attention, il ne s'agit pas de juste raconter ce qui s'est passé. Non, surtout pas. Tous les propos sont minutieusement relus et tout ce qui pourrait porter atteinte à l'honorabilité de la Wehrmacht sera modifié ou balayé sous le tapis de l'histoire. Pendant de nombreuses années, on nous a donc raconté que la Wehrmacht aurait été une armée apolitique, comparable à la Reichswehr qui l'avait précédée, et étrangère aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité commis sous le Troisième Reich. Selon cette thèse, les crimes auraient relevé exclusivement du régime nazi ou de la Waffen-SS, tandis que les soldats de la Wehrmacht se seraient battus honorablement à l'égal de leurs adversaires alliés. Cette construction mémorielle met en avant les succès militaires de l'armée allemande et donne l'image d'un soldat courageux, discipliné et professionnel, tout en minimisant, voire en niant son implication dans les crimes de guerre. Avant d'aller plus loin, il faut faire ici une petite parenthèse sur les règles de la guerre. Pour la petite anecdote, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement, puisque c'était à la fois mon sujet de concours d'entrée en institut d'études politiques, peut-on civiliser la guerre, sujet passionnant vous en conviendrez, mais aussi un aspect de ce qui fut mon ancien métier de militaire pendant des années, le droit des conflits armés. Et souvent, c'était un débat que j'avais avec mes amis civils. Est-ce que la guerre a des règles? Eh bien oui, même si elles ne sont pas toujours respectées, la guerre a des règles. Et cela depuis l'Antiquité même et sans doute bien avant, souvent pour des raisons religieuses d'ailleurs. Par exemple, les Grecs n'avaient pas le droit de se battre pendant les Jeux Olympiques. Les chevaliers au Moyen-Âge n'étaient pas supposés se battre non plus le dimanche. Peu à peu, il y a toute une série de codes plus ou moins implicites qui régissent les combats. Les pourparlers, les redditions, les ambassades, etc. Cependant, c'est à l'époque moderne que l'on met en place des règles plus strictes, avec notamment la fameuse Convention de Genève en 1864 et les conventions de La Haye. Cela est fait pour protéger au mieux les civils, les prisonniers. On essaiera également par la suite de réguler les nouvelles armes qui apparaissent, les gaz de combat, les mines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart de ces règles sont théoriquement en vigueur. Dans la pratique, leur application plus ou moins stricte va dépendre de nombreux facteurs. Les nations démocratiques ont tendance à les appliquer plus sérieusement que les dictatures. Mais pas toujours. La Wehrmacht n'agira pas de la même façon sur le front ouest contre les Anglo-Américains et leurs alliés que sur le front de l'Est face aux Russes, qui pour le coup était vraiment une guerre d'anéantissement. Si elle commettra de nombreuses exactions, elle n'en a pas non plus l'apanage. Et de manière générale, chaque nation belligérante a son lot de crimes sur la conscience. Les bombardements de Hambourg et de Dresde, où des dizaines de milliers de civils vont être brûlés vifs pour rien, alors que la guerre était en train de se terminer. Le massacre de Katyn par les soviétiques, que j'avais évoqué dans un de mes shorts, ou pourquoi pas les bombes atomiques, qui posent elles aussi des questions morales de premier plan. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que quelles que soient les règles qu'on essaie de mettre en place, la guerre est par nature, par essence, sale. Il n'y a pas de guerre propre, contrairement à ce qu'ont voulu nous faire croire les Américains en Irak, par exemple, avec l'utilisation du terme frappe chirurgicale. S'il n'y a pas de guerre propre, en fait, il n'y a que des guerres plus sales que d'autres. Le mythe se consolide dans les décennies qui suivent grâce à de nombreux ouvrages, notamment ceux de l'historien britannique Basil Henry Liddell Hart, qui prend entre autres la défense d'Erich von Manstein lors de son procès pour crimes de guerre sur le front de l'Est. Cette vision s'ancre durablement dans les livres d'histoire et l'opinion publique, de 1950 à la fin des années 1970. Petite parenthèse, Erich von Manstein, si ça vous parle. C'est lui qui a eu l'idée du Stug 3. Et puis, au passage, ses mémoires ont fait partie de celles qui ont forgé le mythe de la Wehrmacht aux mains propres. Vous êtes nombreux dans les commentaires de ma chaîne à souvent me citer les mémoires de tel ou tel militaire comme référence. Ce sont des œuvres littéraires passionnantes, hein, j'en doute pas. Instructives sur le quotidien du soldat, mais il faut parfois les prendre pour ce qu'elles sont. Une vision subjective des événements et parfois rédigée avec des biais personnels. Même si c'est de l'histoire, ces ouvrages ne sont pas le fruit d'un travail objectif d'historien et servent parfois des causes cachées.
même si c'est parfois juste pour l'honneur personnel. Surtout quand Franz Halder et ses copains relisent votre texte par-dessus votre épaule. Quand on parle du procès de Nuremberg, des membres de la Wehrmacht ont été condamnés, comme par exemple Hermann Göring, pour ne citer que lui. Mais ils sont condamnés à titre personnel et individuel, pas au nom de la Wehrmacht. C'est la faute de Göring, pas de la Luftwaffe en entier. Ensuite, contrairement à la Gestapo et au SS, la Wehrmacht n'a pas reçu le qualificatif d'organisation criminelle. Ça les arrange bien et ça permet justement aux anciens officiers et soldats de proposer au public une version de l'histoire à leur avantage. Mais est-ce que ça a marché? Combien de temps ce mythe a-t-il duré? Si ça se trouve, il existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Avant de répondre à tout ça, on peut citer un personnage célèbre, devenu un héros de cette Wehrmacht honorable, Erwin Rommel. Le renard du désert, comme il était surnommé, estimait nécessaire de négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux et critiquait ouvertement la conduite de la guerre par Adolf Hitler. Il entretenait des contacts réguliers à la Roche-Guyon avec des officiers déterminés à écarter Hitler du pouvoir, mais ne sera pas directement impliqué dans le complot du 20 juillet 1944. Cependant, cela suffira pour qu'il se fasse suicider le 14 octobre 1944. Après la guerre, sa légende perdure et un film lui sera consacré dans les années 50, Le Renard du désert, où il est justement présenté comme participant au complot contre le Führer, même si c'est plus compliqué que ça. Si le mythe de la Wehrmacht aux mains propres est une construction réalisée dans un but politique précis, c'est toujours bien de pouvoir s'appuyer sur des choses réelles pour légitimer son récit, comme l'histoire de Rommel par exemple, qui pour le coup sert la cause. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais ce mythe, il perdure toujours. Jusqu'aux années 1980-1990, les historiens militaires de la Seconde Guerre mondiale se concentrent presque exclusivement sur les campagnes et les batailles de la Wehrmacht, en négligeant ou en traitant très superficiellement les politiques génocidaires du régime nazi. À l'inverse, les spécialistes de la Shoah et de l'occupation des territoires conquis s'intéressent rarement à la Wehrmacht. Difficile dans ce cas de voir nettement la photo en entier. Cette dissociation ne relève pas d'une conspiration, mais de la formation traditionnelle des historiens militaires qui privilégient l'étude des opérations militaires plutôt que des politiques d'occupation. L'extermination des Juifs d'Europe, longtemps ignorée par les chercheurs allemands dans les années 50, est également marginalisée aux États-Unis. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que l'attention des historiens se porte progressivement sur la solution finale. Car jusqu'aux années 1980-1990, très peu d'études examinent la participation de la Wehrmacht à l'extermination des Juifs. Et c'est à ce moment-là que le mythe commence à s'effriter. Hambourg, le 5 mars 1995. L'exposition Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Guerre d'extermination, crime de la Wehrmacht 1941-1944, organisée par l'Institut de recherche sociale de Hambourg, est inaugurée. Présentée pendant 4 ans dans 33 villes d'Allemagne et d'Autriche, elle attire entre 800 000 et 900 000 visiteurs, devenant l'exposition la plus fréquentée de l'histoire contemporaine allemande. Pour la première fois, le débat sur les crimes de la Wehrmacht dépasse le cercle des historiens pour toucher l'opinion publique. Bien que l'exposition n'apporte pas de révélations scientifiques majeures, son impact médiatique et culturel est immense. Elle détruit l'un des derniers mythes du Troisième Reich selon lequel la Wehrmacht serait composée, à la différence des SS et Waffen-SS, de gens parfaitement convenables. L'exposition montre, preuves à l'appui, que cette armée a participé aux exécutions de masse et à la famine ayant causé la mort de 3 millions de prisonniers soviétiques, brisant ainsi la légende. En 2009, l'historien Christian Hartmann conclut: plus personne n'a besoin d'exposer le mythe trompeur d'une Wehrmacht propre. Sa culpabilité est si accablante qu'il est superflu d'en discuter. Mais vous imaginez bien que cette expo, elle a aussi reçu son lot de critiques. Venant de milieux d'extrême droite bien entendu, mais aussi de la part de certaines associations d'anciens combattants qui n'apprécient pas vraiment qu'on vienne salir leur mémoire. Pour eux, que ce soit vrai ou pas n'est pas la question. Ils veulent pas qu'on salisse la mémoire de ces honorables soldats dont ils faisaient partie pour certains d'entre eux. Oubliez pas qu'on est dans les années 90. Beaucoup de vétérans de la Seconde Guerre mondiale étaient encore en vie. Des manifestations sont organisées sur le lieu, disant que l'exposition est pleine d'approximations, de généralisations, de diffamations et d'exagérations. Qu'elle porterait atteinte à l'image du combattant sans peur et sans reproche, qui n'a fait que son devoir. L'exposition présente une armée activement impliquée dans les crimes nazis, et même si elle ne porte aucun jugement sur les soldats à titre individuel, elle condamne la Wehrmacht en tant qu'institution, comme le procès de Nuremberg l'avait fait en son temps pour la SS, en la qualifiant d'organisation criminelle. C'est là le choc qui a été provoqué par cette exposition. Elle est venue bousculer une fable bien ancrée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui pour plusieurs générations était devenue la vérité. Et ça va bien plus loin encore.
Reinhold Elstner est un ancien combattant. Le 20 avril 1995, alors qu'il est âgé de 75 ans, il s'immole par le feu sur les marches de la Feldherrnallee à Munich, alors que l'exposition se tenait dans la ville. Pour lui, ce geste fort était l'expression ultime de son point de vue. Il voulait protester contre ce qu'il appelait un Niagara de mensonges, 50 ans de diffamation de la nation allemande et la diabolisation de tout un peuple. Et il succombera le lendemain à ses brûlures. Bien entendu, tous les anciens combattants ne partagent pas son avis. Reinhold Elstner était lié au milieu d'extrême droite et révisionniste. Son sacrifice, disons, aura durablement marqué les mémoires, aujourd'hui encore. Des groupes néo-nazis lui rendent d'ailleurs régulièrement hommage. Et c'est pas encore terminé. À 4h40 du matin, le 9 mars 1999, une bombe explose devant la Volkshochschule de Saarbrücken, où se tenait bien entendu l'exposition sur les crimes de la Wehrmacht. L'explosion a endommagé le bâtiment et l'église qui se trouvaient à côté, mais il n'y a heureusement pas eu de victimes. La police soupçonne bien évidemment les milieux d'extrême droite, vu qu'ils manifestaient déjà leur opposition contre l'expo, mais cette fois-ci, l'acte ne sera pas revendiqué. Pendant longtemps, l'idée d'une Wehrmacht main propre a permis de raconter une histoire plus simple, celle d'une armée professionnelle, séparée du régime et de ses crimes. Mais l'histoire, comme souvent, est beaucoup moins simple et confortable qu'on ne l'imagine. Les recherches menées depuis plusieurs décennies ont montré que la Wehrmacht n'était pas une institution neutre prise en otage par le nazisme. Elle a participé à différents niveaux à la guerre d'anéantissement menée à l'Est et à de nombreux crimes de guerre. Le reconnaître ne revient pas pour autant à dire que tous les soldats allemands étaient des criminels, ni réduire des millions d'hommes à une seule réalité. Car sur les millions d'Allemands ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale, la plupart étaient de simples soldats, se battant pour leur pays au même titre que leurs adversaires. Mais ça permet de comprendre et d'accepter que l'institution dans laquelle ils servaient faisait partie du système de violence du régime. Et finalement, c'est peut-être ça la vraie leçon de cette histoire. La mémoire collective cherche souvent des récits simples. Les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Mais l'histoire, elle, nous rappelle que la réalité est presque toujours beaucoup plus complexe. Comprendre cette complexité est justement ce qui nous permet d'éviter que les mythes ne prennent la place des faits. Car ces mythes historiques ne naissent jamais par hasard. Ils sont toujours construits parce qu'à un moment donné, quelqu'un avait intérêt à ce qu'on y croit. Avant de conclure, s'impose un remerciement à la bibliothèque humaniste de Célestat, qui nous a laissé réaliser ce tournage au sein de sa magnifique collection. Même si les ouvrages conservés ici datent pour beaucoup du XVe et XVIe siècle, leur histoire durant la Seconde Guerre mondiale fait étrangement écho au sujet de cette vidéo. Après l'annexion de l'Alsace en 1940, les autorités nazies en prennent une vaste politique de germanisation de la région. Elles ne se contentent pas de tenter de contrôler le présent, elles cherchent aussi à s'approprier le passé. Les collections de la bibliothèque humaniste sont mobilisées pour illustrer ce que la propagande appelle l'Allemagne éternelle. Les livres, les manuscrits et même l'héritage humaniste de Célestat deviennent sous l'impulsion des nazis des outils au service d'un récit politique. Une nouvelle preuve que l'histoire peut être parfois utilisée, non pas pour comprendre le passé, mais pour justifier les idées du présent. Heureusement, à l'époque, grâce au travail de conservation de l'abbé Joseph Walter, les collections ont traversé cette période tourmentée. Aujourd'hui, elles sont classées au registre Mémoire du monde de l'UNESCO et vous pouvez les admirer ici, à Célestat. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis merci Benjamin de l'avoir présentée avec moi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Guerre et Littérature qui parle de guerre et de littérature. Pourquoi faire compliqué, hein? Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne lecture.